Amis téléspectateurs, honneur. Mon plaisir est immense de reprendre avec vous le voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Ce soir, je vous ai ramené dans mon cabas des œuvres de surdoués. Dans les années 70, on a parlé des enfants indigos qui étaient de très vieilles âmes venues sur la terre pour nous aider à évoluer spirituellement. Et j'ai avec moi l'histoire de Auguste Rush, dont je vous propose le CD. Et c'est de la musique pure. Cela vous aidera à comprendre que les sons les plus banals peuvent procurer un immense bonheur et créer une musique fantastique, féerique, mélodieuse. Mon CD, Auguste Rush, Music from the Motion Picture, numéro de série 828768792. Également le film Auguste Rush, DVD. C'est l'histoire d'un tout jeune garçon qui sera le fruit de l'amour d'une nuit entre une femme celliste et un chanteur de rock. Dans mon cabas, je vous ai aussi amené Lang Lang, que nous connaissons déjà, vous et moi. Mais cette fois, il est seul, c'est un one-man show, c'est son concert à Vienne, Lang Lang. Je ne saurais citer Lang Lang et oublier Yundi Lee. Yundi Lee, encore un jeune pianiste, en concert. Il vous joue du Frédéric Chopin, du Liszt. Numéro de série 0040073407 Yundi Lee. Nous allons faire un peu de politique et on va voir les dossiers de l'histoire, le pouvoir du dernier empereur, Mao Tse-tung. DVD 0L133430. Si on parle de Mao Tse-tung, il faut également parler de Gaulle, le grand Charles. Et je vous propose le coffret des 2 DVD, Le Grand Charles, écrit et réalisé par Bernard Stora. Toujours au marché, j'ai trouvé les grands débatteurs avec Denzel Washington. En français, le grand débat, The Great Debaters, numéro de série 104294. Je ne saurais parler cinéma et ne pas parler musique, surtout pour faire plaisir à mon invité de ce soir. Et nous allons voir le saxophone de Kenny G. Et je vous propose le coffret de 3 CD. Le saxophone de Kenny G, pas de numéro de série. Également le saxophone de Branford Marsalis. Nous allons parler d'un incontournable livre qui est Ainsi parla l'oncle. Ouvrage fondamental qui marque une date capitale dans l'histoire de la prise de conscience nationale du peuple haïtien. Ce livre a soulevé pas mal de débats profonds. Et récemment, 24 écrivains se sont penchés sur Ainsi parla l'oncle aux éditions Mémoire d'Encrier.
ainsi par la l'oncle de Price Mars, revue par 24 écrivains aux éditions Mémoire d'Encrier. Mon petit trésor, c'est l'affaire de l'esclave Fursi de Mohamed Aïssaoui. Le 16 mars 2005, les archives concernant l'affaire de l'esclave Fursi étaient mises aux enchères à l'hôtel Drouot. Elles relataient le plus long procès jamais intenté par un esclave à son maître, 30 ans avant l'abolition de 1848. Cette centaine de documents, des lettres manuscrites, des comptes rendus d'audience, des plaidoiries, illustraient une période cruciale de l'histoire. Mohamed Aïssaoui est journaliste au Figaro littéraire. Affaire de l'esclave Fursi. J'ai également trouvé en librairie, en furetant, le Code Henri. Voilà un livre précieux pour votre bibliothèque, amis téléspectateurs. Héros de la guerre de l'indépendance, au-delà de la région du Nord où il établit son royaume, Henri Christophe symbolise l'ordre, la fierté, le prestige de toute la nation haïtienne. Outre la citadelle et d'autres monuments magnifiques, le roi Christophe, artisan du grandiose, nous a légué le Code Henri, premier code législatif haïtien, moins bien connu certes, mais tout aussi monumental. Et voilà, après avoir fait le tour du marché, mon cabas était rempli et je ne savais pas que j'allais découvrir la chose la plus précieuse, qui est un bonheur incommensurable, celui de pouvoir faire un bout de voyage avec un éminent personnage, un personnage marquant de la société haïtienne, du monde de la plume, du monde journalistique, un homme honnête, intègre, intransigeant, acerbe, peut-être peu aimable parfois, parce que rempli de vérité et de satire, et très généreux vis-à-vis des jeunes. Je rends hommage et je dis honneur à Dali Vallet. Honneur, Dali. Honneur. Alors, là, je prends la liberté de lire un peu le CV de Dali Vallet. Dali Vallet est originaire de Jérémie. De formation, il est journaliste, juriste, politologue et spécialiste des questions internationales. Il a fait des études supérieures au Canada et aux États-Unis. Il s'est perfectionné en journalisme en France. Durant sa longue carrière en journalisme, il a travaillé aux 2 quotidiens d'Haïti, Le Matin et Le Nouvelliste, à la Télévision nationale d'Haïti, à Signal FM, à Radio Vision 2000 et à La Voix de l'Amérique à Washington, D.C. Dans la capitale fédérale américaine, il a travaillé également au Foreign Office Institute du département d'État comme développeur de curriculum. Il a aussi accompagné beaucoup de diplomates et de fonctionnaires américains dans l'apprentissage du français et du créole haïtien. Dali Vallet occupe actuellement la fonction de directeur de la publication et de la rédaction au journal Le Matin. Il co-anime la très populaire émission radiophonique Vision 2000 à l'écoute. À titre d'analyste politique, il prononce souvent des conférences thématiques dans les villes de province à l'intention des jeunes. Il est fondateur du Centre de recherche et de documentation Nouvelle Haïti et de la firme de marketing politique C-Média. On se dit, il est sûrement très vieux, avec des cheveux très blancs, il lui manque quelques dents. Il est bedonnant, oui, mais il est jeune. Son âge biologique ne fait pas 50 ans. Alors, Dali Vallet, que pouvez-vous nous dire de Dali Vallet, en dehors du profil que j'ai voulu partager avec mes téléspectateurs? Je sais qu'il y a des non-dits, donc j'aimerais bien savoir qui est ce surdoué, ce visionnaire, ce psychologue analyste. Bon, je sais qui pas. est Dali Vallet? Bon, je ne sais pas si je suis un surdoué, je ne sais pas si je suis un psychologue non plus, mais tout ce que je sais, je suis je suis un observateur de la société haïtienne et ça me plaît de dire toujours ce que je pense comme je le pense. Donc, c'est peut-être ce côté sincère qu'il y a dans l'exercice de ma profession, de ma façon
de comprendre Haïti, de dire Haïti, c'est ce qui peut en fait me définir. Et à part cela, c'est un homme ordinaire, simple comme... Caustique, intransigeant, perfectionniste. Bon, en fait, au niveau de l'écrit, j'ai tendance à être perfectionniste parce que je trouve que la langue française est une très belle langue, mais aussi c'est très difficile de maîtriser cette langue. Donc, des fois, j'ai de la trouille avant de prendre la plume. Bon, maintenant, c'est pas la plume, c'est l'ordinateur. Oui, mais on sent chez vous une curiosité intellectuelle débordante. Bon, en fait, je suis très, très curieux parce qu'il y a tellement de choses à savoir. C'est pourquoi j'ai appris pas mal de choses. J'ai fait beaucoup d'études. Mais il y a une boulimie de la chose littéraire, il y a une boulimie de l'écriture aussi. Oui, en fait, j'ai commencé par la poésie. Par la poésie comme tout jeune Jérémia. Et puis, en fait, il n'y a pas de surprise dans ce que je suis aujourd'hui. Il y a tout un parcours. Je ne suis pas tombé du ciel comme ça en tant qu'éditorialiste. Et puis, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui aiment mes éditoriaux. En fait, ce n'est pas un accident, c'est tout un travail sur de longues années. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, cela retient l'attention et ça bouleverse un peu la cité de temps en temps, n'est-ce pas? Ah oui, bon, en fait... Ça fait bouger les vagues. Oui, ça soulève des questions. Mais c'est que quand j'étais jeune, au secondaire, j'étais toujours impliqué dans des activités qui avaient à voir avec l'écriture, le journal. À Jérémie, il y avait ce journal Jeunesse Culture dont j'étais le rédacteur en chef. J'étais très très jeune, donc c'est entre 16 ans et 17 ans. Et puis j'ai passé mes nuits aussi à écrire de la poésie, à lire surtout. En fait, je me rappelle, je devais avoir entre sans doute 13 ou 14 ans. Mon papa m'avait demandé qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie. J'avais dit écrivain. En fait, à l'époque, j'avais aucune idée vraiment de ce que c'est écrivain. Mais je ne le suis pas, je ne me considère pas comme écrivain parce que je ne me suis pas adonné vraiment à faire de ça un métier. Mais il faut dire aussi que bon, ces jours-ci, je suis très impliqué dans des activités où je dois écrire. C'est comme les éditoriaux, le journal le matin. Donc oui, mais là, on vous taxe de réveilleur de conscience citoyenne. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, en fait, il y a quelque chose dans la société haïtienne qui me dérange. Vraiment, ça me dérange. Et c'est pourquoi, des fois, je veux paraître impertinent. Parce que je trouve la société haïtienne insolente. Et il y a de l'insolence dans cet Haïti que nous avons là aujourd'hui comme pays. Bon, je me rappelle, c'est Césaire qui disait il faut être le rebelle de quelque chose. Donc, je pense que je ne me reconnais pas dans ce pays que j'ai. Et que c'est pourquoi il peut y avoir un côté insurgé en moi, dans mes Quand vous écrits. dites insolence, vous faites référence à quoi? C'est la façon dont la société s'est détériorée au niveau des valeurs, physiquement, au niveau de la déforestation, la dégradation de l'environnement, la crise, la malgouvernance, la misère. Moi, ça me dérange. Tous ces fatras dans les rues, ça, c'est de l'insolence. C'est une société insolente dans la mesure où on ne peut pas appeler ça un pays vraiment, ou du moins on ne peut pas donner ça en exemple à des enfants, l'Haïti. Et ce qui m'attriste maintenant, au-delà de la perturbation, il y a, c'est pas Haïti, c'est pas l'Haïti dans laquelle je suis né, tu vois. Haïti n'était pas ça. Et c'était pas le plus beau des pays, c'était pas le plus développé des pays, mais c'était pas ça qu'on a aujourd'hui. Donc ça me dérange puisque j'ai à peine entre 42 ans et 43 ans. Autrement dit, j'ai connu une certaine Haïti. J'ai comme la nostalgie de cette Haïti et puis le fait que je ne l'ai pas, je me bats pour l'avoir. Et comme je ne fais pas de la politique directe, c'est par ma plume et la radio que je pense pouvoir faire naître cette nouvelle Haïti dans ma façon de dire les choses avec sincérité, c'est tout. Là, vous vous êtes joint à un groupe d'auteurs. Certains sont des hommes politiques, d'autres sont des journalistes, des hommes de plume, des hommes de lettres, des poètes même. Et vous avez sorti ensemble un livre, les 100 premiers jours de Martelly.
vous étiez 14 co-auteurs. Et dans ce livre-là, il y a des textes qui sont plus ou moins réussis, certains sont carrément médiocres, d'autres sont banals. Et il y a quelques textes qui sont valables, et même des textes visionnaires. Et votre texte est le dernier. Et vous parlez de la solitude du pouvoir. Vous parlez de la solitude de M. Martelly. M. Martelly et son pouvoir. Et tout ce qu'il y a autour. Et ce que moi j'ai compris, c'est que vous faisiez allusion non pas à l'homme de pouvoir, à l'homme politique, mais à une façon de vivre. C'était comme une peinture de société. Et vous faisiez appel à notre bon sens, je pense. Et vous ne vous adressiez pas à M. Martelly vraiment. Et ce qui a retenu mon attention, c'est que vous n'êtes pas tombé dans l'émotionnel. Vous êtes resté un analyste lucide, réaliste. Mais qu'est-ce que vous pensez de toutes ces réflexions qui sont mises en exergue dans ce livre? Bon, en fait, c'est des gens venant d'horizons divers qui ont des points de vue différents sur Haïti. Et puis, c'était pas vraiment un projet collectif, comme c'est dit. C'est des contributions individuelles, je dirais, mais qui font du paquet une affaire collective. Mais c'était pas des gens qui se sont réunis pour dire qu'on va faire ça. Il y a eu oui, ce n'était pas une affaire d'équipe, ce sont des textes mis ensemble. Ah oui, c'est ça, c'est des textes mis ensemble. On m'a demandé un texte, je ne savais pas qui allait être qui allait écrire quoi que ce soit. J'étais pas au courant. Donc, on m'a demandé un texte. On m'avait demandé un texte aussi pour le 100% Préval. Il y avait un texte à la fin de Préval, mais j'avais posé des conditions. Justement, bon, les conditions n'étaient pas satisfaites, donc je m'étais abstenu de contribuer à ce moment-là. Mais pour ça, je me suis dit, ça vaut la peine de participer au projet. Oui, mais votre texte est quand même pénible à lire. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait malgré tout une critique positive et constructive. Yeah. Est-ce que c'est une façon chez vous de faire un grand théâtre? Parce que quand je lis votre éditorial ici, Souveraineté, et j'ai remarqué qu'à un certain moment, je suffoquais. Vous vous êtes arrangé pour que je manque de souffle. Vous vous êtes arrangé pour que je me dise, mais je vais tomber dans l'abîme et rien ne pourra me retenir. Et au moment où j'allais choir, vous m'avez ouvert une fenêtre et vous m'avez tiré par le bras et vous avez dit, mais non, il y a espoir, battez-vous. Et c'est du théâtre, c'est du grand théâtre. Là, vous agissez comme un grand chef d'orchestre, c'est plus que de la maîtrise au niveau du métier. Est-ce que c'est un talent? Bon, je ne sais pas si c'est un talent, je sais que je suis traversé d'idées, je suis aussi traversé d'émotions. Quelque part, parce que je vis Haïti, la crise haïtienne. Oui, mais c'est très shakespearien. Oui, en fait, bon, nous sommes dans un trou, mais je ne veux pas qu'on accepte de mourir dans le trou. C'est pourquoi il y a toujours cette fenêtre dont vous parlez qui ouvre sur l'avenir, sur sur une autre Haïti, sur une nouvelle Haïti. Moi, j'aime pas rester là à me morfondre sur le pays et puis ne pas réagir. Ne pas réagir. Et non, je suis pas de ce type d'haïtien. Je fais le constat de ce qui ne va pas, mais en même temps, il y a l'autre démarche. Il faut un peu corriger, transformer. C'est peut-être là que je ne sais pas si je suis vraiment un éveilleur de conscience, mais je sais aussi, j'aimerais voir les Haïtiens s'impliquer davantage dans la construction d'une nouvelle Haïti. Donc il y a toujours de l'espoir. Moi je pense que les Haïtiens sont là, il y a de la bonne volonté dans le pays, il faudra d'une certaine façon faire en sorte que notre Haïti naisse
de ce qu'on a aujourd'hui comme pays. Mais vous êtes un visionnaire, un esprit frondeur, Et fondeur peut-être. un séducteur, manipulateur d'opinion, ou simplement un analyste de la chose politique. Qui êtes-vous? Je sais pas qui je suis. Bon, en fait, il n'y a pas vraiment un mot à pouvoir résumer, à pouvoir embrasser, en tout cas une personne, puisqu'il y a toujours différentes facettes dans toute personne. Parce que c'est pas. Je sais que j'ai un côté frondeur. J'ai un côté frondeur, un côté rebelle. Cascadeur. Oui, ça depuis ma tendre enfance. Je sais aussi que moi, je me soucie pas trop vraiment de ce que les autres. Quand j'écris, quand je commente l'actualité, je me soucie pas trop vraiment de ce que les autres vont dire. Vous vous contentez d'être en situation. Ah oui, sincèrement, je me soucie pas trop. Et c'est pourquoi après mes émissions, surtout du moins après mes éditoriaux, c'est pas facile que je commente. Si je commente, c'est quand il y a quelque chose, on essaie de pervertir, du moins de faire. Mais il y a toujours intercommunication, il y a toujours un dialogue. Il se passe toujours quelque chose quand vous sortez un texte. Oui, il se passe des choses entre des gens qui commentent entre eux sur Internet. Mais si j'interviens, c'est donc des là, fois... vous donnez le là et vous laissez l'orchestre jouer seul. Je m'en vais. Oui, je m'en vais. J'aime pas... C'est parce que j'aime pas trop parler non plus. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, j'aime pas trop parler. Et puis, mais quand j'ai un point à défendre, je défends mon point avec conviction. Avec hardiesse. Oui, je défends mon point. Mais j'aime pas trop bavarder comme ça tout le temps. Donc, je me soucie pas trop. Mais êtes-vous vraiment indépendant dans vos prises de position? Bon, indépendant. Bon, j'ai une certaine vision d'Haïti. Bon, je suis content que vous ayez là le livre de Charles de Gaulle. Monsieur de Gaulle qui a eu à dire, pour gouverner la France, il faut avoir une certaine idée de la France. Moi, j'ai une certaine idée d'Haïti, même si j'aspire pas à gouverner ce pays, mais j'ai une certaine idée d'Haïti et je me bats pour que cette idée, je ne sais pas, devienne réalité un jour. Donc, j'ai une vision de ce pays. Ça, vous appartenez à un clan, à un parti? Non, même s'il y a quelque chose que j'aime pas, c'est les clans, c'est les chapelles. À une chapelle? Non, c'est les chapelles. J'aime pas ce genre de choses. Je me suis toujours refusé de m'associer à des groupes parce que, je sais pas. Adepte d'une idéologie? D'une idéologie, pas une idéologie comme les clivages, notre façon en Haïti de poser le problème idéologique, pas de cette façon-là, cette affaire droite-gauche. Non, je suis pas. J'ai des valeurs très conservatrices, j'ai des valeurs très très progressistes. Donc tout dépend de l'enjeu, tout dépend du sujet, tout dépend de la matière. Je peux avoir des opinions différentes. Donc j'ai pas vraiment des idées arrêtées, assises sur quoi que ce soit. Comme toute personne intelligente. Oui, tout ce que je sais. Donc il n'y a pas de dogmatisme de couler dans le béton chez moi en matière idéologique. Mais il y a un point dans le discours du président Martelly aux Nations Unies qui m'a beaucoup frappé parce que qui m'a interpellé parce que j'en parle très très souvent. Et si je devais avoir une idéologie, ce serait cette idée-là qui serait mon idéologie. C'est quand il parlait dans son discours, il faudrait remettre l'homme, l'humain, au centre du débat. Et c'est ce que... Donc l'homo sapiens, celui qui pense. Celui qui pense. Mais en fait, il parlait dans son discours du rôle des femmes, au niveau des droits, au niveau en fait, ça pour moi, ça a été le plus grand moment de son discours parce que moi-même, il y a cet homme politique canadien, Pierre Elliott Trudeau, qui était chrétien, comme moi je suis chrétien, catholique. Et là, cette affaire d'humanisme chrétien. D'humanisme chrétien. Moi, je pense que si je devais avoir une idéologie, c'est ça.
c'est l'homme au centre de tout. Et c'est l'impression qu'on a quand on vous écoute le vendredi. Oui, hein. Mon Dieu, ça boue. Ah oui, et on oui, se oui. demande, est-ce qu'il y a une manipulation positive de cette jeunesse qui vous écoute? La majorité des auditeurs est jeune. Oui, oui, C'est il y a une des- majorité jeune. il y a Est-ce des qu'il y a une générations. manipulation positive chez vous? Qu'est-ce qu'il y a chez vous? Qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui vous pousse à créer ce débat chez les jeunes? Et Qu'est-ce qui récemment- vous rend tellement disponible quand il est question des jeunes? En fait, Quand on sait que vous êtes tellement solitaire, tellement Oui, très hermétique, solitaire, oui, oui. tellement hermétique, Ouais. tellement fermé, pourquoi là il y a cette générosité débordante qui envers les envahit? jeunes. La semaine dernière, j'ai été invité à prononcer une conférence à Jacmel. C'était au club Concorde, je crois. C'est une grande salle de spectacle. Le sujet c'était la jeunesse haïtienne face à ses responsabilités citoyennes. OK? C'était samedi dernier. C'est pas ce samedi, le samedi d'avant. Là. Bon, la salle était comble, remplie à craquer de plus de 400, 500 jeunes. Et puis, il y avait aussi des notables de la ville de Jacmel. Donc, c'était pour moi fascinant de voir comment les jeunes, ils attendent un discours, ils attendent quelque chose de nouveau, ils attendent qu'on leur parle, ils attendent qu'on les implique aussi. Ils attendent qu'on les considère comme des citoyens à part entière et que Ils veulent être guidés. ils veulent être guidés. Et c'est pourquoi ils se sont retrouvés plus ou moins dans ce que j'avais à développer et puis dans ce que je dis souvent à la radio. Je ne sais pas, je vais au Cap donner des conférences, bientôt ce sera à Gonaïves. Je pense qu'il faut, comme Jean Prasmas le faisait, ces conférences, je ne suis pas Prasmas, je n'ai pas cette prétention, mais c'est cette idée aussi Mais vous vous nourrissez de lui. mais évidemment, tous Il ces est grands- magnifique, il Ouais, est tous magistral. ces grands messieurs ont contribué à me former spirituellement, intellectuellement. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'aimais l'idée qu'il avait d'aller dans le pays, rencontrer, parler aux jeunes. Là. Je pense que je me suis inspiré un peu de cela et accepter les invitations. On m'invite tout le temps. Moi, je n'ai pas de temps pour répondre à toutes ces invitations. J'ai tellement de responsabilités ici à Port-au-Prince. Mais en fait, j'ai pas eu, je dirais, de déception. Mais si je dois me faire l'avocat du diable, je peux dire que ça peut prêter à confusion. Certains peuvent penser qu'il y a manipulation de l'opinion, mais non. Pour chez vous, c'est manipulation. stimuler le réveil citoyen. Bon, manipulation, je ne sais pas, dans le sens positif, oui. S'il y a des gens qui sont en léthargie, qui sommeillent... Les passéistes. Passéistes, s'il y a moyen de les manipuler dans le sens du bien, dans le sens d'un renouvellement des idées, dans le sens de la refondation d'Haïti, en fait, c'est bien. Qui dit discours dit manipulation, puisque tout discours vise quelque part à influencer. Mais tout dépend, c'est l'intention qui est derrière l'influence qui est importante. Donc, moi, je pense qu'il faut que ceux-là qui sont moins jeunes, il faut qu'ils aillent vers les jeunes, vers la jeunesse. Et c'est pourquoi l'expérience, d'ailleurs, je peux vous dire que à Jacmel, c'était tellement intéressant comme expérience parce que ils avaient loué l'espace. Ils avaient l'espace, donc on avait un nombre de temps limité. Mais on a dû prendre rendez-vous sur la place publique le lendemain, un dimanche. C'était le 12, en fait. Comme cela se fait avec les griots C'est ça, en Afrique. Et puis on était aussi dans la cour de... Et autrefois dans nos lacous. J'étais au milieu de tous ces jeunes de la ville le lendemain. Et sur la cour il y a aussi la bibliothèque municipale, je ne sais pas. Mais on était là aussi à parler. Donc c'était quelque chose assez intéressant. Moi, je pense qu'il faut multiplier. Il faut qu'il y ait davantage d'activités comme ça dans le pays.
Mais là, j'ai retenu un mot dans votre discours. Vous avez parlé de refondation. Ouais. Et j'ai lu sur Internet une intervention du docteur Mathurin, Daniel Mathurin, qui parle de refondation de la patrie. Et il a parlé du respect des lois, des conventions, des traités, sauvegarde du patrimoine national, de l'alphabétisation. En fait, à l'écouter, il aurait voulu une Haïti parfaite, ce que l'on n'a nulle part, je crois, sur la planète Terre actuellement. Et il parle de prescrit de la Constitution. Chez nous, c'est un sujet un petit peu hasardeux ces jours-ci, parce qu'il y a amendement possible ou pas de la Constitution. Vous, comment vous voyez ça, la refondation de la patrie? Mais en fait, c'est dans mon éditorial. Il avait même réagi à... Je crois que c'est une réaction à votre éditorial. Ça l'a été. C'est ça. Parce que j'ai parlé de la refondation dans mon éditorial. Oui, oui. Et puis, c'est ce texte, en fait, il m'avait même envoyé un message en privé, je crois. Je ne sais pas si c'était public, mais j'ai reçu un message de lui me disant que tu es un grand visionnaire, en parlant du docteur Mathurin. Et puis, c'est après, il a... Mais là, vous n'avez pas relevé le mot visionnaire. Au début de notre conversation, je vous ai demandé si vous pensiez que vous seriez ou pourriez être un visionnaire. Non, mais vraiment, je sais pas. Je ne pense pas que je sois plus visionnaire que quelqu'un d'autre. Tout ce que je sais, j'ai une certaine idée d'Haïti. Vous sentez le pouls. Oui, j'ai une certaine idée d'Haïti. J'aimerais voir Haïti de telle ou telle façon. Et quand je vais me battre pour, donc, si vous appelez ça visionnaire, bon, c'est pas ça l'important. L'essentiel, c'est que j'ai ma façon de voir mon pays, Donc c'est ça. Donc quant à l'idée de refondation, moi je pense que c'est M. Préval en fait qui en premier avait parlé de cette affaire de refondation après le tremblement de terre. Et Préval a eu la chance justement, il a eu le malheur d'être un président, d'être le président pendant le séisme, mais il a eu aussi la chance d'être le président aussi pendant le séisme. Tu sais pourquoi? Parce qu'il aurait pu s'en servir pour poser les bases d'une nouvelle Haïti. Je pense que ça a été une chance qui s'est offerte à lui et puis qu'il n'a pas eu l'intelligence de saisir. Et ça a fait du mal au pays et c'est pourquoi aussi M. Célestin a eu tous les malheurs du monde à se faire élire pendant les élections parce que Préval n'a pas su poser le problème de la refondation d'Haïti de manière responsable. Il préparait la route sur le plan politique. Sur le plan politique parce que c'était l'occasion de rassembler les Haïtiens. Oui, il y avait de la démagogie. De réunir les Haïtiens, de les rassembler autour de projets communs, de poser vraiment les jalons pour une refondation sérieuse et réelle, une bonne fois pour toutes. Même le débat sur la Constitution qu'on a aujourd'hui, si Préval était sérieux dans cette affaire de Constitution, on aurait pu intégrer la révision de la Constitution dans le cadre d'une refondation de la République. Mais il a fait, c'est comme une affaire personnelle, isolée, et puis jusqu'à ce qu'on se retrouve dans ce qu'on est aujourd'hui, avec cette Constitution. Donc, et moi, je pense qu'il ne saurait y avoir de refondation à Haïti sans un retour sur nous-mêmes, sans une réappropriation de notre culture, de notre passé, sans justement de notre identité, sans faire ce pèlerinage pour aller jusqu'au père fondateur d'Haïti pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je pense que quelque chose s'est passé qui explique l'échec du projet national haïtien jusque-là. Quelque chose s'est passé. Et c'est pourquoi je convie les Haïtiens justement, je leur convie, il faut aller à la recherche de cette boîte noire, puisque quelque part, les données sont quelque part. Il faut aller les chercher, il faut aller déchiffrer pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et puis de là, on peut poser la question de la refondation. Autrement dit, toute reconstruction d'Haïti devrait passer nécessairement par ce travail sur soi, ce travail de recherche, de déchiffrement sur nous en tant que peuple, d'identité, et puis pouvoir évidemment
qu'est-ce qui s'est passé? Il y a reconnaître nos valeurs. En fait, si on ne reconnaît pas, si nous ne nous acceptons pas en tant qu'Haïtiens avec notre histoire, avec tout ce que cela comporte, eh bien, tout ce que cela implique de beauté. Aussi. Donc, on aura du mal à nous faire respecter de par le monde, puisque si on ne se respecte pas soi-même, on ne va pas nous respecter. Alors que nous avons matière. Moi, je suis fier d'être haïtien, et je suis fier de mes ancêtres, je suis fier de ceux-là qui ont fait ce pays. Je suis fier de Dessalines, de Christophe, avec ce Code Henri. Je suis fier, il y a des présidents dont je ne suis pas fier, il y en a même que je déteste. Donc, mais l'essentiel, c'est qu'il y a matière à être fier de notre histoire. Et puis l'essentiel, c'est de tirer les enseignements qu'il faut et pour aller de l'avant. Ça, c'est l'opinion d'un honnête homme. Et ça m'emmène à vous dire que il semble que Dali Vallet n'est pas achetable. Son principe premier étant l'honnêteté. Il ne se soucie guère des pièges posés sur sa route. Vous voyez, je lis parce que ceci m'a été dit par quelqu'un. Okay. Et je répète, un ami à moi. Hein. Quant à la corruption, il ne faut pas en parler, hein, parce qu'il lui vaut l'estime et le respect de nombreux hommes politiques. Est-ce une fidélité à l'éthique professionnelle? Bon, en fait, c'est plutôt... Est-ce une conviction? C'est plutôt une fidélité par rapport à moi-même, ce que je suis. Et je crois avoir lu quelque part, j'ai un bouquin que j'amène avec moi à chaque fois que je voyage, Journal des années noires. C'est pendant l'occupation allemande, pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, okay? Quand les Allemands ont occupé Paris. Et il racontait, il faisait la chronique de l'occupation. Mais il y a une citation, je crois qu'il citait Diderot. C'est Diderot qui disait, Diderot ou Michelet, en fait, entre les deux philosophes des Lumières, l'un des deux a dit que l'essentiel dans la vie, c'est pas de grandir, mais de grandir en restant soi-même. Donc, autrement dit, c'est une fidélité que j'ai par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je crois, par rapport à mes convictions, qui fait que c'est le problème de le self-esteem. Oui, c'est ça. Le problème, ne se pose même pas en termes de corruption, parce que c'est une société foncièrement corruptible, mais il y a des gens aussi foncièrement incorruptibles. Parce que je gagne ma vie assez bien, il ne me manque rien, sauf peut-être ce qui me manque pour l'instant, c'est justement un pays, comme vraiment un pays. C'est tout ce qui me manque. Mais, comme vous le rêvez, comme vous le souhaitez. Comme je le rêve. Mais en fait, en termes de job, de bien matériel, en fait, moi je plane au-dessus de ces choses, parce que c'est même pas ça la priorité du jour, ma priorité. Bon, je ne sais pas. Peut-être que si j'ai pas faim, j'ai pas de besoin. Non, vous n'avez pas l'air d'avoir faim. Quand je regarde vos chaussures, vos chaussettes, votre cravate, en fait, l'élégance de la chemise. Oui, bon, en fait, j'ai pas faim. J'ai pas faim. J'ai seulement faim d'Haïti. D'accord? Et on peut même parler d'arrogance, de fierté, de perfectionnisme ou de timidité. Lequel de ces termes vous convient le mieux quand on parle de vous? En fait, je suis pour que vous soyez bien dans votre peau. Je suis quelqu'un de très timide. J'aime pas qu'on m'envahisse et j'aime pas non plus envahir les autres, moi-même. Je préfère quand ça se fait. C'est pourquoi j'aime pas les foules. Je vais pas souvent au carnaval, j'aime pas dans les bals, les jazz. Là où il y a de la foule, je me perds un peu. Je suis très très inconfortable quand il y a de la foule. Même dans une maison, quand il y a trop de personnes, je me perds un peu. Il me faut de l'espace. Il me faut de l'espace, de grand espace en fait, tout seul, pour évoluer, pour penser.
parce que autrement, je suis comme le poisson qui est hors de l'eau. Donc, ça crée une certaine timidité. J'aime pas trop être exposé. Je peux être dans les rues et puis être un peu en camouflage. Mais vous vous exposez de par vos écrits, de par vos interventions Non, je vous parle à la radio. Ah oui, il y a une exposition oui, ça c'est autre chose. Ça, c'est du de mon professionnel. C'est de mon travail, c'est dans mon engagement citoyen. Mais je vous parle moi-même, l'individu privé. Je suis très, très réservé, très, très timide dans ce sens. Bon, les gens peuvent appeler ça arrogance. Bon, ça, c'est le problème. C'est pas ça l'important. L'essentiel, c'est que j'aime pas qu'on m'envahisse. J'aime pas envahir les autres non plus. C'est tout. Quelles sont vos attentes pour cette cité dans laquelle vous vivez? Vos attentes pour Haïti, son peuple, dans ce moment que nous vivons là actuellement? C'est un moment de flottement, n'est-ce pas? C'est un moment de doute. Personne ne sait où on va. On n'ose même pas faire des projets. Moi, j'ai des attentes immédiates. J'aimerais que les rues soient débarrassées de fatras. C'est aussi terre à terre que ça. Oui, c'est cancérigène. Ah oui, ça me dérange énormément. J'aimerais qu'il y ait moins d'enfants dans les rues. Les enfants des rues, vraiment, ça me fait mal parce que j'ai mes 2 garçons à l'étranger, très très jeunes. Ça me dérange qu'il y a des enfants de 5 ans. J'ai mon fils de 7 ans à Washington, D.C. Et puis un enfant de 5 ans, 6 ans vient convenir à la porte de ma voiture pour me demander quelques sous. Je vois mon garçon. J'imagine pas mon fils dans les rues en train de demander quelque chose. Donc ça me fait mal. Bon, évidemment, justement, c'est des attentes très très à terre par rapport à Haïti. Mais à long terme, ça c'est dans l'immédiat, mais à long terme. À long terme, en fait, c'est la nouvelle Haïti. À long terme, c'est une Haïti qui est avec des dirigeants beaucoup plus responsables, des dirigeants dignes. Parce que maintenant, depuis quelque temps, ce pays, il y a eu un défilé d'hommes et de femmes à gouverner ce pays. On n'a aucune raison d'être fiers de ces dirigeants, parce que le bilan est là. Le bilan est là. Vous ne leur trouvez pas d'excuses? Non, il n'y a rien à faire d'excuses. Pas de circonstances atténuantes? Non, il y a des contraintes, évidemment. Il y a des contraintes, mais les contraintes sont là pour être gérées, pour être... il y a des contraintes, mais le problème qu'il y a ici, ce n'est pas des contraintes. Avec les dirigeants, ce n'est pas une affaire de contraintes, c'est plutôt une affaire de vision. Une affaire de la fonction, les fonctions politiques, les fonctions de dirigeants en Haïti. Je n'ai pas l'impression que ce soit des citoyens vraiment qui nous dirigent. Des citoyens qui font de la cité leur préoccupation première. J'ai l'impression qu'ils se soucient prioritairement d'eux-mêmes, de leur bien-être, de leur richesse, de leur sécurité. Donc là, au lieu de penser la République. Ce sont les boutiquiers? Bon, boutiquiers, bon, je sais pas, mais je sais que ce n'est pas des gens dont il faut être digne. Il faut être fier d'avoir... on a eu toute une ribambelle de dirigeants dont je ne suis pas du tout fier en tant qu'haïtien. C'est ça. Mais donc, il faudrait qu'on travaille à ce qu'on élise des hommes capables, des femmes capables, à ce qu'on ait des dirigeants qui soient vraiment à la hauteur de leurs tâches. Il y avait un film de Raoul Peck, c'est Lumumba. J'ai vu ce film quand j'étudiais à l'Université de Montréal en 2000 ou 2001, quelque chose comme ça. Il y a une séquence dans ce film qui m'a beaucoup marqué. C'était justement sur le Congo. Et quand il devait y avoir, il y avait le Katanga qui a fait sécession. Il y avait toute cette bataille pour unifier le pays, mais on ne pouvait pas. Il y avait tous ces intérêts des puissances étrangères qui un peu disloquaient, qui tiraient le pays de toutes parts.
il y a un passage, il y a Lumumba qui était dans un avion avec son premier ministre. À un moment, ils ont eu une difficulté quelconque. Ils ont fait un atterrissage forcé, quelque part. Et puis, le Congo, c'est très grand. La République démocratique du Congo, c'est très, très grand. C'est immense. C'est immense comme pays. Et puis, il regardait ce pays qui s'étendait à perte de vue. Et puis, le Premier ministre, il t'a dit à Lumumba, à Patrice, Patrice, ce pays est trop grand pour nous. C'est comme une façon pour lui de l'inviter à accepter la sécession du Katanga. Mais Patrice de répondre, non, monsieur le Premier ministre, ce pays n'est pas trop grand pour nous. C'est nous qui devons nous élever à la grandeur du pays. Ça, c'est formidable. Hein? Donc, je pense pas. Et si nous faisons un transfert sur Haïti? Mais c'est ça, je ne pense pas qu'on ait eu des dirigeants à pouvoir s'élever à la grandeur du pays, à la dimension de nos problèmes, à la dimension de notre histoire, à la dimension de notre culture. C'est ça le drame haïtien. Et pourtant, nous avons prouvé au monde entier que l'utopie pouvait devenir une réalité. Avec la guerre de l'indépendance, on l'a prouvé. Ce qu'on a pu faire autrefois, on peut le faire encore. Bon, enfin, il faut essayer. Bon, en fait, l'indépendance, ça a pris tout un temps de préparation, tout un temps de combat, d'engagement. Les Haïtiens sont devenus aussi très lâches en matière en matière de capacité à se mobiliser pour tenir. Vous pensez que c'est de la lâcheté? Oui, il y a de la lâcheté un peu. Il y a de la lâcheté. Un peu, oui, un peu. Oui, oui. Il y a aussi une sorte de démission citoyenne. Les gens se font du bruit, c'est sûr, mais en termes d'engagement continu, parce que l'indépendance en 1804, ce n'était pas quelque chose tombé du ciel le 1er janvier 1804. C'est des années de combat, d'organisation, c'est des années de conscientisation. Or, ici, on n'a pas le souffle maintenant. On n'a pas le souffle. On ne peut pas s'organiser. Il y avait un idéal commun. On ne peut pas s'organiser sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. C'est pourquoi on n'arrive pas à avoir de partis politiques ici. Parce que ça prend de l'organisation dans la longue durée. Or, maintenant, nous ne fonctionnons plus dans la longue durée. On veut s'enrichir demain matin, on veut devenir président demain matin, même si aujourd'hui, on ne peut pas gérer une boutique, on veut gérer une république. Donc, on veut tout faire dans l'instantané, on veut tout faire très très vite. Et c'est pourquoi on a ce pays que nous avons là. Donc, on n'a pas le souffle qu'il faut. Okay, pour organiser. Mais est-ce que vous ne vous basez pas sur une minorité pour généraliser? Bon, ben, je ne généralise rien. C'est bien triste ce que vous dites là. Mais il y a un résultat, il y a un pays là. C'est pas, moi, je ne vis pas dans les rêves. Il y a un pays. Et ce pays, ce n'est pas un accident qui fait d'Haïti ce qu'elle est aujourd'hui. C'est tout un ensemble d'actions, de comportements, de visions que nous avons, de notre vision. Notre façon de comprendre un pays. Mais ce que vous me dites là ne correspond pas à votre comportement de tous les jours. Votre comportement de tous les jours à la radio, c'est de dire aux jeunes qu'il faut s'engager, c'est de dire aux jeunes qu'ils doivent être debout, c'est de dire aux jeunes qu'ils doivent être responsables. Mais il n'y a pas d'incompatibilité, c'est justement. Si je dis qu'il faut être responsable, c'est parce que je fais le constat d'un déficit d'engagement citoyen. Aha. Le déficit est là, donc je dis qu'il faut s'engager davantage. Et ceci dans la longue durée. C'est pas quelque chose, on ne peut pas se réveiller un beau matin et dire je veux devenir président. Donc on peut redresser la barre. C'est possible justement, mais ça prend du temps, ça prend de l'éducation, ça prend un reformatage aussi de l'haïtien, du psyché haïtien, notre façon d'envisager notre rapport au reste de la société, notre rapport à la République, notre rapport au reste du monde. Avant de reconstruire Haïti physiquement, il faudrait reconstruire Haïti psychiquement, intellectuellement, culturellement. Pourquoi vous dites il faudrait? Pourquoi ne pas dire il faut? Ah ben il faut. Oui, ça me rassure. Ah ben d'accord, il faut. Donc il faut passer par ces étapes-là. La reconstruction physique d'Haïti devrait être justement une sorte, c'est comme, ça devrait venir en aval. En aval. C'est comme un enfantement d'un mouvement beaucoup plus grand que ça. Et c'est la reconstruction. Est-ce que vous voyez ça à l'horizon? Il n'y a pas de signes encourageants sur le moyen terme. Mais sur le long terme,
Peut-être que les Haïtiens vont se dire qu'il faut finalement qu'ils aient un pays, il faut qu'ils fassent honneur à nos ancêtres, à Dessalines, à Toussaint, à Christophe, et qu'ils prennent conscience et qu'ils se disent qu'il leur faut un pays. Mais sinon, eh bien, on va continuer à végéter dans le fatras. Non, mais là, nous avons très peu de chances de survie. Bon, très peu de chance, nous sommes un peuple très très résilient. Ce que nous acceptons, ce que nous endurons comme peuple, dans d'autres sociétés, ce pays serait déjà éclaté. Serait effondré. Ah oui, oui, finalement. Donc, on tient toujours, mais dans d'autres sociétés... Mais on tient à cause et pourquoi? La résilience, c'est que psychiquement, psychologiquement, nous sommes construits pour pouvoir résister à l'impensable. Donc nous avons cette capacité. L'histoire nous a façonnés. L'histoire nous a façonnés. Notre culture, nos croyances nous ont façonnés. On devient très très résilient d'expérience. Notre mémoire collective. Notre mémoire collective nous a façonnés. Donc, qui fait que nous acceptons plus que nous aurions dû accepter. Donc c'est ça. Quel conseil vous donnez à un jeune qui serait ambitieux, talentueux, pour qu'il puisse suivre votre trajectoire? Bon, c'est d'étudier, étudier. C'est tout. Seulement ça? Ah oui, c'est ça. Tout et passe le facteur chance là-dedans, qu'est-ce que vous en faites? Je sais pas ce que ça veut dire, chance. Je sais que il y a une pensée, la pensée universelle. Et si vous voulez devenir quelque chose, si vous travaillez, vous allez récolter les fruits de vos semences. Donc, c'est pas une affaire de chance. Donc, quelles sont les clés du succès, M. Vallet? C'est être positif, faire de bonnes projections, puisqu'il y a un Dieu, il y a une pensée universelle qui est là, et qui nous écoute. Si nous voulons soulever des montagnes, nous pouvons soulever des montagnes. C'est pas une affaire de chance, c'est plutôt une affaire de choix. On choisit de vivre comme on vit, vous allez vivre comme vous voulez vivre. Mais si vous voulez que ça change, et c'est pourquoi aussi ça demande, et spirituellement, ça demande aussi un reformatage spirituel de l'haïtien. Il faut que collectivement nous ayons... 1804 a eu lieu, c'est parce que collectivement, on a voulu que 1804 soit. D'accord? Et parce que au-delà des clivages de couleurs, au-delà des clivages, les Noirs qui venaient de Guinée, de Dahomey, tout ce que vous voulez. Mais il y avait une soif de liberté. On avait voulu affirmer notre humanité. Donc on a mis KO la plus grande armée du monde, l'armée de Napoléon. Donc si on a pu faire ça, on peut toujours faire ça aujourd'hui. Maintenant, l'ennemi n'est pas tant l'extérieur aujourd'hui, l'ennemi n'est pas tant une puissance colonisatrice. L'ennemi, c'est d'abord nous-mêmes. Le grand ennemi, c'est nous-mêmes. Nous sommes un peu schizophrènes. En tant que peuple, nous voulons le droit, mais en même temps, nous faisons tout dans l'antidroit. Nous voulons de la démocratie, mais une fois au pouvoir, on devient autoritaire. Nous voulons de la modernité, en même temps, nous faisons les choses un peu dans une sorte de mentalité d'arrière-garde, anti-progrès, anti-modernité. Donc c'est pourquoi il faut que l'haïtien se redéfinisse, devient... J'emploierai ici un terme qui devient très à la mode depuis le séisme, fissuré. L'haïtien est un être fissuré, en fait. Il y a eu ce goudou-goudou qui nous a secoués. Et historiquement, ça fait de nous aujourd'hui un être psychiquement fissuré. Et c'est la schizophrénie collective ici. Donc on doit être recimenté. Recimenté, et puis ça passe aussi par un stade de guérison, un stade de catharsis aussi. Il faudrait passer par là, et collectivement. Donc j'ai pas encore vu de leader politique à poser le problème de manière aussi sérieuse, puisque le problème c'était pas les militaires le problème, c'était pas Duvalier le problème, c'était pas Jacques Duvalier, c'était pas René Préval. Donc c'était une mentalité. C'est une mentalité qui traverse les dirigeants, puisque on a passé le plus clair de notre vie de peuple à déchouquer des gouvernements.
Monsieur Vallet, il ne me reste qu'une minute. Je suis désolée. Ok. Désolée pour moi parce que j'ai tellement à apprendre de vous. Mais, Monsieur Vallet, dites-moi, en très peu de mots, avez-vous un modèle? Bon, j'ai pas un modèle. J'ai des modèles. Je peux vous dire que. Des références? Oui, je peux vous donner des références. J'aime beaucoup Fidel Castro. J'aime beaucoup Nelson Mandela. J'aime beaucoup Barack Obama. J'aime beaucoup Estimé. J'aime beaucoup Dessalines. J'aime beaucoup Michael Jordan. Michael Jordan m'a appris à gérer le temps. Une seconde, une millième de seconde, ça vaut. On peut transformer le monde en une seconde. C'est de Michael Jordan en basketball que j'ai appris ça. J'ai aussi de l'intérêt, je suis de près M. Poutine, aussi en Russie, bien que ce n'est pas quelqu'un qu'on aime trop en Occident, puisqu'il est très autoritaire, mais c'est sa capacité aussi à faire renaître la Russie, sortir du désarroi de la dabadade pendant post-soviétique, sous Helsinki, et maintenant il a pu resituer, replacer la Russie au centre de l'arène internationale en tant que puissance. D'accord? Donc j'aime ça, j'aime les bâtisseurs de temples, les bâtisseurs de civilisation. Et je suis les bâtisseurs d'hommes. Je suis impressionné par ces grands hommes. Mais je n'aime pas les petits, les gens se peuvent insignifiants. Monsieur Vallet, m'accorderez-vous une autre émission quand là, c'est le début d'un autre débat. Mais comment dire non à Madame Théard? Je vous remercie mille fois. Impossible. Mon plaisir est immense de partager avec vous une partie du voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Et au nom de mes invités et en mon nom propre, je vous dis merci du plus profond du cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci, Respect. Merci à vous, Madame Théard. Merci aussi à votre équipe. Merci à Canal Bleu. Merci beaucoup. À la prochaine.